Et salut à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que voilà, vous avez profité un petit peu du beau temps qui revient, ce genre de choses-là. Pas de stream hier, pas eu le temps. Dommage, il y avait pas mal de choses à dire, mais bon, c'est pas grave. C'est des rythmes à prendre, comme on disait sur la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on est reparti sur une nouvelle semaine. Je vais pas faire le débrief de tous les résultats qu'il y a eu ce week-end, mais bon, globalement, on parlera pas de tennis là aujourd'hui, mais Carlos Alcaraz a gagné Roland Garros. Bon, je m'étais trompé et j'avais eu raison aussi quand j'avais dit que la demi-finale Alcaraz-Sinner c'était la finale avant l'heure. Je pensais plutôt que Sinner allait passer, mais bon, au final c'est Alcaraz. Zverev il y a eu une vraie finale et il y a eu un très beau match. Avec en plus du suspense. Je pense que Zverev j'ai l'impression vraiment que Zverev a perdu le fil début du quatrième. Il menait 2-7-0 à ce moment-là. Il y a eu je crois le premier break qu'il prend où c'est assez litigieux, où bon voilà, pas d'erreur d'arbitrage, mais voilà des points qui font un petit peu rager. Et il a perdu le fil pendant... ça n'a pas duré longtemps, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est ce qu'il fallait à Alcaraz pour reprendre le dessus. Et derrière, il a déroulé. Donc bravo à lui. Premier Roland Garros pour Alcaraz. Probablement pas le dernier. Après, on va pas lui porter l'œil. Mais en tout cas, voilà, bravo à Alcaraz. Bravo à Verstappen aussi en Formule 1, qui a réussi... a montré que c'était lui le patron, conditions de course un petit peu particulières qui lui ont favorisé, mais comme on en parlait la dernière fois, ça redonne de l'intérêt à regarder la Formule 1, parce que même si Verstappen a gagné, c'était pas fait. Il y a eu match partout. Les deux Alpines, si on se parle un peu des Français, les deux Alpines qui ont réussi à se remettre dans le droit chemin. Donc même s'il y a eu un peu du rififi sur la fin, parce que Alpine a demandé à Ocon de laisser passer, parce que c'était 10 et 9, Alpine a demandé à Ocon de laisser passer Gasly, parce que Gasly avait un meilleur rythme, bref, et Gasly derrière a pas rendu la place à Ocon, donc ça rajoute encore du rififi à cette histoire qui n'en finit pas, mais en tout cas la voiture a l'air d'aller mieux. Et pour parler de l'avant de la course, voilà, que ce soit les Mercedes qui se sont mêlés à la course avec Russell, qui était quand même en pole position, que ce soit les McLaren, que ce soit Verstappen sur sa Red Bull tout seul, parce que voilà, il y a eu match. Les Ferrari, Ferrari a pour le coup fait n'importe quoi, mais on se parle quand même de 4 écuries qui sont aujourd'hui en capacité. Prochain Grand Prix, voilà, si on veut mettre des favoris, il y a 4 écuries quand même qui sont en capacité de gagner le Grand Prix, ça fait plaisir. Cyclisme, on va s'en parler, rugby, on va s'en parler, foot, on va pas en parler. Bon, voilà, 0-0 de l'équipe de France. Voilà, pas beaucoup d'enseignements à tirer de ça. Donc voilà, aujourd'hui, allez, on va faire un peu tour d'horizon de ce dont on va se parler. On va se parler d'abord de rugby. Alors même là, si la photo est pas très parlante, mais on va se parler de Van. Est-ce que je peux montrer en... Non ? Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, on va se parler de Van qui a remporté la finale de Pro D2 et qui donc monte en top 14. Première fois qu'un club breton sera présent en top 14, et on va surtout se parler de ça, pas tant de la finale. Donc la finale que Van a remporté 16-9 contre Grenoble. Donc Grenoble aura une seconde chance de passer en top 14. Il faudra aller gagner, si je dis pas de bêtises, à Montpellier, contre Montpellier. Donc ça sera pas facile, mais ils ont une seconde chance. Mais là, on va vraiment se parler plutôt du contexte. Ce qu'on en avait un petit peu parlé rapidement samedi, je crois. Du contexte, du fait que Van, premier club breton, a monté en top 14. Qu'est-ce que ça va changer pour eux, etc. Deuxième sujet, l'athlète français. Donc on se disait qu'ils n'avaient pas trop le choix, hein, avec en plus le fait qu'ils n'avaient pas trop de résultats depuis quelques temps, hein, et tout le rififi qu'il y avait eu autour, on va dire, de l'extra sportif, de la délégation française, des erreurs d'inscription, ce genre de choses-là. Il y a encore eu un peu de rififi avec Alice Finot qui a
en fait, qui a remporté le 3000 mètres steeple, puis qui l'a perdu, puis qui a été disqualifié, puis requalifié. On va discuter un petit peu de ça. Il n'y a pas qu'elle. Voilà, il y a quand même eu pas mal de belles victoires déjà sur ce week-end, en sachant que l'Euro va pousser jusqu'à la fin de semaine, si je dis pas de bêtises. Donc Kevin Mayer vient tout juste de commencer son décathlon, et voilà, on a encore d'autres espoirs français, mais en tout cas là, on va parler des résultats qu'il y a eu, c'est plutôt encourageant. Donc comme on le disait, pour briller, si tu veux briller sur les Jeux Olympiques, qui est une compétition internationale, tu te dois en fait de gagner limite tes championnats d'Europe, sinon tu sais que tu seras pas sur le podium aux Jeux Olympiques. Donc il y a des beaux motifs d'espoir pour les Jeux Olympiques et ça fait plaisir. On va parler de ça. Troisième sujet, on va se parler de canoë-kayak. Voilà, l'idée, comme je disais, c'est de parler de sport dont on parle pas assez. Et alors, je doute que beaucoup de gens parlent de canoë-kayak hors Jeux Olympiques. Donc là, on va s'en parler, justement parce qu'il y avait une compétition qui était qualifiante pour les Jeux Olympiques, et ça permettra aussi de faire un peu, parce que c'est un peu opaque comme discipline, faire un peu le tour de tout ce qui se passe en canoë-kayak, et des différentes disciplines, parce que bon, je l'ai appris aussi moi en lisant l'article, je me suis un petit peu renseigné dessus, mais en fait, il y a une nouvelle discipline qui, à mon avis, risque d'être très sympa, qui va arriver aux Jeux Olympiques en canoë-kayak, on en parlera. On va se parler de vélo, avec un focus sur David Gaudu. On va rappeler rapidement qu'est-ce qui s'est passé avec la fin du Critérium du Dauphiné qui s'est terminé hier. D'ailleurs, ça s'est passé... c'était un peu rocambolesque la fin, et ça ouvre encore une fois de l'incertitude sur le Tour de France, mis à part Vingegaard et Pogačar, qui risquent d'être les deux gros monstres encore de ce... S'ils sont en forme, les deux gros monstres de ce Tour de France, mais derrière, ça risque d'être très 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 ouvert. Et ensuite, on va se parler de Gaudu, et le titre parle de lui-même. David Gaudu et ses limites du moment, lui qui est censé être le leader français, le mieux classé en tout cas au classement général. Il est un peu dans la tourmente actuellement, pas les résultats qui suivent. Ah, t'ai-je les deux fois. Ça alors ? Lui il sert à rien. Tac. Et on va se terminer avec du MMA. Et Imanov, j'ai plus son prénom, Nassourdine Imanov, ou Imavov, alors j'ai vu deux orthographes, mais en tout cas voilà, on va se parler de ce combattant français qui tout simplement toque à la porte de la ceinture dans sa catégorie de poids. Et on va se parler, alors là c'est un peu de l'extra sportif, mais en MMA c'est aussi ça, il y a beaucoup de storytelling, il y a beaucoup de... en UFC, il y a beaucoup de trash talking, ce genre de choses-là, ça fait partie de la compétition, quand on pense à Cédric Doumbé, qu'est-ce qui fait qu'on regarde les matchs de Cédric Doumbé, c'est autant ce qui va se passer dans le ring que tout ce qui se passe en amont. Et là avec Imanov, il y a aussi un peu du rififi avec Sean Strickland, adversaire qu'il a déjà combattu et contre qui il a perdu, et qui, pour l'instant, refuserait le match revanche. Donc après, voilà, on en rediscutera après, mais bon, voilà. On va se parler un petit peu d'UFC pour la fin. Allez, on va commencer par le rugby. Donc, je vais agrandir un petit peu, mais c'était pour laisser la photo où on voit la joie des supporters vantais, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, des supporters vantais sur le port de Vannes après la victoire, et donc le retour hier, puisque la victoire c'était samedi, le retour hier des vantais chez eux, et fêté par tout leur public, donc ça fait plaisir. Allez, j'agrandis un petit peu pour qu'on puisse lire tout ça. Donc, un vent de surroi. Il est rare, pour ne pas dire unique, qu'un club incarne à ce point son territoire, et même son grand territoire. C'est la rançon d'un certain isolement sur la carte du rugby français. Vannes, club d'une ville, d'un port, de leur rempart et patrimoine médiéval, est aussi le club d'une région tout entière, la Bretagne. Une sorte de club-province, en fait, comme le pratique toute nation celte qui se respecte.
De cette belle et fascinante Bretagne aux habits de jade et de bout du monde, le RCV fut dès 2016 le premier représentant dans le monde professionnel. On le sait depuis samedi soir, il en sera à jamais le premier étendard en élite, c'est historique ce que l'on vit, à ne surtout pas minorer. Vannes qui rejoint le top 14, c'est le traceur d'un rugby français qui évolue et s'ouvre à d'autres mondes, d'autres publics et d'autres territoires. Un vent de frais et de modernité sur notre vieux sport en quête perpétuelle d'expansion et qui trouve dans cette issue sportive une aubaine de croissance, un vent de suroît, comprenez sud-ouest, qui va souffler sur la Bretagne, emportant dans ses embruns un de ses fleurons identitaires, son sport fétiche. Vannes en top 14, c'est l'attrait de la découverte, c'est celle d'un stade, d'un peuple et d'un savoir-être. Mayol, Michelin, Daugé, Giral et De Flandre étaient des pèlerinages. Bientôt, il faudra compter la Rabine à la liste, soyez-en sûrs. Il y aura l'envie d'y encourager son équipe, mais aussi cet attrait d'exotisme, la curiosité de découvrir cette ferveur immense et bienveillante, la bonne humeur dont les supporters vannetais ont inondé Ernest Vallon ce samedi, ouvre l'appétit. Il faudra désormais aller à Vannes pour voir, entendre et sentir comment le rugby se vit ici à la Bretonne. Dans cette quête sans fin de convivialité, ce territoire se revendique et c'est heureux, cela va si bien à notre sport. Ce sera le temps d'un week-end, un contrepoids bienvenu, comme un pansement d'aloe vera sur les récentes dérives déplorées et condamnées dans les rangs de Perpignan et d'ailleurs. Vannes en top 14, ce seront des matchs à l'intensité décuplée et face à laquelle il faudra encore s'élever. Ce sera dur, bien sûr, et sans rien d'autre à penser qu'un maintien qui ferait déjà le trésor de tous. Le monde professionnel, s'il embrasse avec joie ses alentours festifs, garde en priorité la quête de performance et à ce jeu, la pitié n'existe jamais pour la concurrence. Trop dur, on verra, et ces vannetés auront l'opportunité de prouver le contraire. Pour l'heure, l'important est ailleurs, il est dans cette immédiateté des célébrations, de cette communion avec un peuple breton qui ouvre son cœur et ses bras à un nouveau sport. Tout cela, c'est à Vannes qu'on le doit, alors bienvenue en top 14 et bon vent. Évidemment, il parle de notre sport parce que l'article, il est sur le Midi Olympique, qui est un journal orienté quasi exclusivement rugby. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire là-dessus et de quoi on peut se parler pour revenir sur la photo? Oui, effectivement, c'est un vent de fraîcheur qui va arriver sur le top 14. Comme il est écrit dans cet édito, ça doit faire plaisir au top 14, même si évidemment, si on est grenoblois, on peut être déçu de ne pas avoir gagné la finale. Mais voilà, quand il cite Mayol, Michelin, Daugé et Giral et De Flandre, ce sont les stades qui sont déjà un petit peu loin, c'est-à-dire que le stade Michelin, si je dis pas de bêtises, c'est le stade de Clermont-Ferrand, où pareil, il faut se déplacer à Clermont-Ferrand, et il n'y a pas beaucoup d'autres stades autour. Mais voilà, il faudra y aller au stade de la Rabine, donc ça sera des déplacements un peu longs pour des clubs qui ont l'habitude de se déplacer pas trop loin, parce que si on fait un flashback il y a, on va dire, 20 ans, vous aviez, on va dire, sur un top 14 ou top 16 de l'époque, vous aviez peut-être 80% des clubs qui étaient situés dans le sud-ouest. Donc voilà, le fait un petit peu d'aller chercher un petit peu plus loin, ben, c'est bien. C'est bien et ça va amener d'autres manières, d'autres supporters, d'autres ambiances, toutes ces choses-là. Donc en soi, moi je trouve que c'est plutôt aussi des bons signaux. Là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est sur les questions qu'on peut se poser sur le fait est-ce qu'ils vont être au niveau. C'est pas comme si ils venaient de monter en Pro D2 et qui, en 1 an ou 2 ans, passaient en top 14 sur une espèce de lancée. Des fois, on voit des clubs comme ça qui, avec une génération un petit peu dorée, puis avec le public, et puis voilà, sur la lancée, les bons résultats qui appellent d'autres résultats qui font des montées très très rapides, et après, il y a le sas de décompression quand tu arrives en top 14. Là, en l'occurrence, monté en Pro D2 en 2016, donc il y a 8 ans. Donc ça sort pas de nulle part. Surtout que je crois que l'année dernière, enfin voilà, le club est monté en puissance au fur et à mesure. Donc en tout cas pour moi, le club a la taille nécessaire pour exister en top 14 et va avoir un avantage s'ils arrivent à se maintenir colossal par rapport à d'autres clubs. C'est qu'aujourd'hui, si t'es un jeune breton qui fait du rugby,
si t'es assez bon, ben, tu vas pas chercher plus loin que... Tu vas pas aller chercher plus loin que d'aller à Vannes, en fait. Puisque ce sera le seul club professionnel. Et ça, c'est un avantage considérable. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, un jeune rugbyman prometteur qui habiterait, allez, on va dire Dax, par exemple. Ou on va dire dans la région des Landes. Allez, on va se mettre un petit coup de Google Maps pour être concret sur ce dont on discute. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Quelqu'un qui habiterait, voilà, dans cette région-là. On va dire à l'est de Dax. Il faut savoir que Dax, ils sont en Pro D2. Donc, bon, on peut aller à Dax. Mont-de-Marsan est en Pro D2. On peut aller à Mont-de-Marsan. Mais si on pousse un peu, Bayonne est en top 14. Biarritz est en Pro D2. Et si t'es vraiment très bon, tu peux te dire aussi que tu peux aller à Pau, que tu peux aller à Bordeaux, que tu peux aller même à Toulouse, ou même Montauban qui s'est maintenu en Pro D2. Donc ça fait quand même une quantité de clubs dans un secteur, on va dire, relativement rapproché, parce que c'est des déplacements... Enfin, ça reste le Grand Sud-Ouest. Il y a quand même un paquet de clubs. Vannes. J'ai beau dézoomer. En tout cas, tout ce qui va se passer au nord de Vannes, on va dire là dans cette grosse partie de la France, les gens iront à Vannes. Et à partir du Mans, ils pourront se dire on va à Paris. Mais jusqu'au Mans, ils iront à Vannes. Donc moi je trouve qu'ils ont une très grosse carte à jouer. Parce que ils ont déjà l'équipe pour se maintenir en top 14. Et surtout, je pense qu'ils peuvent derrière avoir le vivier de jeunes qui leur permettra d'avoir une rotation et de pouvoir pérenniser tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour revenir sur l'article, moi je suis extrêmement content de ça et je pense et j'espère que Vannes se maintiendra en top 14 parce que ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes, tout simplement. Et que en plus de ce que j'ai l'air de voir sur la photo, même si évidemment la photo est prise au bon moment et tout ça, il y a l'air d'avoir le public et l'engouement populaire. De toute manière, la Bretagne, c'est une terre de sport. Quand on regarde le cyclisme, il y a toujours du monde. Quand on regarde le foot, il y a toujours du monde. Maintenant, le rugby, il y a du monde aussi. Donc bon, voilà, tout ça, c'est des signaux plutôt positifs et à voir ce que ça donnera l'année prochaine. Mais en tout cas, bravo Vannes, et effectivement, comme le conclut l'article, bienvenue en top 14. Article suivant. Athlétisme. Donc là, il y a trois petits articles, on va pas tout lire, mais on va surtout en parler en fait. On va surtout lire l'article sur Alice Finot, les deux autres, c'est juste pour se souvenir des autres athlètes qui ont performé. Donc, Alice Finot a été sacrée championne, on va peut-être un peu grossir. Tac, et tac, voilà, là on y voit bien. Alice Finot a été sacrée championne d'Europe sur le 3000 mètres steeple ce dimanche à Rome. Elle a été disqualifiée avant de récupérer sa médaille. Alice Finot se souviendra de son premier titre européen. La Française a été sacrée championne d'Europe du 3000 mètres steeple dimanche à Rome, avant d'être disqualifiée pour un pied sur la ligne dans le final. Mais sa victoire a finalement été confirmée en appel un peu plus tard dans la soirée. Venue tardivement au haut niveau, Finot pensait s'être imposée sous une pluie d'orage en 9 minutes 16 secondes 22. Elle avait devancé l'Allemande, je ne saurais pas le prononcer, Jessa Felicitas Krause, et la Britannique Elizabeth Bird, initialement médaillée d'or européenne du 3000 mètres steeple dimanche à Rome, a finalement été disqualifiée pour un appui non réglementaire hors de la piste, selon les résultats actualisés de la Fédération européenne d'athlétisme. L'encadrement français a porté réclamation contre cette disqualification, un recours qui a porté ses fruits puisqu'elle a récupéré son titre acquis quelques dizaines de minutes plus tôt. À moins de 2 mois des Jeux Olympiques, la Française espère poursuivre sur sa lancée cet été. Bon, un petit ascenseur émotionnel, mais au final, voilà une belle
une belle victoire, surtout pour quelqu'un, voilà, comme je l'ai lu là dans l'article, qui est venu sur le tard. Elle a 33 ans, Alice Finot. Elle a 33 ans, donc elle sait qu'elle n'a pas beaucoup d'opportunités. Elle n'a pas beaucoup d'opportunités de briller. Parce que voilà, 33 ans, on est plutôt déjà sur une fin de carrière. Même si bon, voilà, elle peut pousser jusqu'à 35 ans, peut-être 37. Voilà, si on va au bout, mais voilà, il faut pas trop bégayer en tout cas sur les opportunités qu'on a. Et en tout cas, donc voilà, elle fait voilà, un beau 3000 mètres steeple, surtout qu'en plus, pour avoir vu les vidéos, elle relâche un peu sur la fin et elle finit 2 secondes devant ses deux concurrentes. Donc voilà, elle fait son truc et effectivement, il y a eu un pied qui a été mis sur la ligne. Et donc, ce que je trouve pas mal, c'est qu'on a critiqué la DTN et tout ça sur l'inscription. Alors, je me doute que ça doit pas être les mêmes personnes dont on se parle là, mais on a en tout cas critiqué la Fédé française pour son amateurisme, ce qui est le cas. Et en tout cas là, même si c'est toujours un petit peu bizarre les victoires sur tapis vert, mais là en tout cas, ils ont fait leur job, c'est-à-dire que de suite, quand ça a été annoncé la disqualification, bam, ils ont porté réclamation. Et alors c'est très rare que les réclamations soient acceptées. Très souvent, quand il y a des réserves ou des réclamations posées, bon, c'est souvent on prend note, mais il se passe jamais rien. Là, en tout cas, voilà, la réclamation a été acceptée, et donc du coup, Alice Finot a récupéré son titre de championne d'Europe, donc bravo à elle, et de bon augure pour les Jeux Olympiques. Encore une fois, on le sait, comme on en parlait la dernière fois, les disciplines de fond, ou de demi-fond, plutôt là en l'occurrence, il y a souvent des nations africaines et les États-Unis, plus les États-Unis, les nations africaines plus les États-Unis, qui sont très fortes sur ce domaine-là. Donc la concurrence sera quand même beaucoup plus rude aux Jeux Olympiques. Mais bon, en tout cas, elle est championne d'Europe. Donc on verra. On va se parler rapidement des autres satisfactions à l'heure actuelle. Gabriel Tual, qui est champion d'Europe, lui, sans disqualification, sans réclamation, du 800 mètres. Et pour avoir vu ses séries, pour avoir vu sa demi-finale et sa finale, le mec a roulé sur la compétition, quoi. Vraiment, il a roulé sur la compétition. Lui aussi, il a relâché largement avant la ligne, quoi, tout simplement. Donc bravo à lui, 26 ans en plus, il est dans la force de l'âge. On l'avait vu, je crois, je sais pas si c'est aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, il avait fait la finale, les dernières finales du Championnat du Monde, si je dis pas de bêtises, il n'avait pas figuré. Mais en tout cas, voilà, belle presta de Gabriel Tual, donc il sera à regarder lui aussi aux Jeux Olympiques, il sera à surveiller. En sachant que le 800 mètres, c'est une discipline qui est très particulière parce que il y a la performance physique, mais il y a aussi la tactique. On se souvient de Pierre-Ambroise Boss, qui était pas du tout favori du 800 mètres au championnat du monde, si je dis pas d'ânerie, c'était pas Jeux Olympiques, c'était championnat du monde, et qui avait tenté un coup de poker, donc c'est 800 mètres, c'est 2 fois le tour de piste, qui était parti au 400 mètres, il était parti devant tout seul, il était parti, il avait lancé le sprint comme un âne, peut-être pas au 400, il était parti je crois au 200 mètres, ce qui se fait très rarement, de ce que j'ai compris, et qui avait tenu en fait, il avait misé sur le fait que ça se regarde un petit peu à l'arrière, et ça s'était passé, donc du coup il a été champion du monde. Donc voilà, des fois il y a des coups de poker qui sont lancés, il y a des stratégies qui marchent, qui ne marchent pas, donc c'est une discipline qui est très particulière, mais en tout cas, il montre que lui il est capable de gagner, et là en l'occurrence sur ces championnats d'Europe, c'était pas une histoire de tactique, c'est simplement une histoire de performance physique, il a dominé tout le monde de la tête et des épaules, donc bravo à lui. Et on va continuer avec Ilionis Guillaume et Agathe Guillemot qui, elles, font bronze. Donc Guillemot sur le 1500 mètres et Guillaume sur le triple saut. Oui, sur le triple saut. Donc encore 2 médailles de bronze sur des disciplines où on n'a pas l'habitude de voir briller les filles. Donc ça fait plaisir là-dessus. On rajoutera à ça samedi, elle est où ? C'est pas noté là-dessus.
Et j'ai perdu son nom, je suis désolé. Pas tac, 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 tac. Je vais pas l'avoir ici. Mais nous avons notre sprinteuse française qui... notre sprinteuse française qui s'est... je vais fermer la page de toute manière. Sprinteuse française qui s'est imposée sur le 100 mètres et pareil, en dominant vraiment de la tête et des épaules toutes ses collègues, donc concurrentes, on va dire les bons mots. Donc ça fait plaisir de voir l'athlétisme français briller sur les championnats d'Europe. Certes, c'est pas les championnats du monde, mais ça fait plaisir et ça nous donne des noms à suivre pour les futures compètes. Petite parenthèse avant de passer au canoë-kayak, du coup, on suivra cette semaine Kevin Mayer qui commence son décathlon. Je crois que c'est sur 2 jours ou 3 jours, je sais jamais. Mais en tout cas, c'est au moins aujourd'hui et demain. Donc, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on croise les doigts pour que quand même notre porte-étendard de l'athlétisme français se qualifie pour les JO. On le sait, le décathlon c'est toujours compliqué parce que c'est des disciplines qui sont très exigeantes, où on va piocher dans les performances physiques, et Kevin Mayer, qui écoute beaucoup son corps et tout ça, en fait a abandonné les 2 derniers décathlons dans lesquels il s'était présenté, donc en fait il n'a pas de minima, donc pour l'instant il n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques, donc il n'a pas le choix. Il faut qu'il se fasse les minima pour Paris, sur ce décathlon-là. Il n'a pas le choix, il est le dos au mur, donc on lui envoie beaucoup de force pour qu'il réussisse au moins les minima, quitte à gagner son décathlon et être champion d'Europe, c'est secondaire je pense pour lui. Lui, ce qu'il vise là, c'est les minima, et on lui souhaite de les réaliser. Canoë-kayak, kayak cross. Important ce terme kayak cross parce que c'est justement quelque chose de nouveau. Donc on va lire tout ça. Et peut-être qu'avant de lire, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le kayak cross, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que 2 disciplines aux Jeux Olympiques, le slalom et le sprint. Donc différence entre le slalom et le sprint sur du canoë-kayak, c'est que en fait, le sprint, alors attention, le sprint c'est avec 2 pagaies, ce qu'on voit là, tac. Enfin, une pagaie double, pardon, pas 2 pagaies, une pagaie double. Le slalom, c'est avec une pagaie simple, où là, ils font vraiment le mouvement gauche et droite comme ça. Et donc, la différence avec le kayak cross, c'est que donc, que ce soit le sprint ou le slalom, le principe est le même. Vous faites une descente tout seul, et c'est du contre-la-montre, entre guillemets, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qu'on peut voir sur du ski aussi. C'est-à-dire que chacun passe à tour de rôle et le meilleur temps gagne. Voilà. Si j'ai pas de bêtises d'ailleurs, je me souviens plus si c'est un cumul. Il se passe 2 fois. Je sais plus si c'est un cumul des 2 temps ou si c'est le meilleur des 2 temps qui est pris. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est le cumul des 2 temps qui fait le temps final, en sachant que il y a un système de porte à passer obligatoirement, et que à chaque touche de porte c'est 2 secondes de pénalité, et un oubli de porte c'est 50 secondes de pénalité. Donc des portes, c'est des poteaux qui sont tendus tout le long de la descente. Donc ça, c'est le canoë-kayak qu'on voit aux Jeux Olympiques depuis tout le temps, enfin je sais pas depuis quand, mais depuis tout le temps. Et donc pour les Jeux Olympiques, il y a une 3e discipline qui est rajoutée, qui est le kayak cross. Et en fait le kayak cross, c'est des courses vraiment de 4 personnes, et donc où au final c'est un circuit, et les 2 premiers à chaque course sont qualifiés pour la course suivante, avec un système d'éliminatoire, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus télégénique. Je sais pas si sur YouTube on peut trouver. Alors ça, c'est quand je savais pas paramétrer mon stream. Donc on va se mettre kayak cross. Voilà, c'est ça. C'est ça, le kayak cross. Donc ça part à 4. D'ailleurs, il y a un Français là-dedans.
Donc voilà, il y a un système aussi de... Il y a aussi un système de porte à passer. Ça se bastonne, hein, de ce que je vois. Hein. Il y a des coups de casque qui partent. Hein. Oh là là, le pauvre français qui dessale totalement. Ah non, c'est fait exprès. Ah, c'est obligé. Bot roll zone. Il faut tourner sous la... C'est obligatoire. Ah ouais. Ok. Donc ensuite, vous voyez, il y a des portes qui avec des flèches où on doit passer obligatoirement à gauche ou à droite. Voilà. Et donc là, concrètement, quart de finale, le français et l'anglais qualifiés, et les deux autres éliminés. Alors on va regarder une autre. Je trouve ça incroyable. Donc là, il faut qu'il passe entre les deux. Là, les rouges, il faut passer autour, je pense. Ouais, c'est ça. Les verts, tu passes, les rouges, tu fais le tour. Et là, la barre comme ça, faut faire un roulé autour. Et zig. Voilà. Incroyable. Voilà. Et c'est... ouais. C'est plus rapide, c'est plus nerveux, c'est plus visuel au final que les courses classiques. Donc il y aura ça aux Jeux Olympiques. Il y aura ça aux Jeux Olympiques qui est différent du kayak qu'on connaît en fait. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder ça. Voilà. Ça, c'est la descente de slalom classique. Voilà. Oui, d'accord. Super. Super, super, super. Voilà. Nous, on veut voir... voilà. Là, les dames, elles sont contentes. Ah, mais c'était aux Jeux Olympiques de Rio, d'ailleurs. Ah, mais c'est Estanguet qui gagne, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Et donc là, en fait, le gars, il descend tout seul. C'est ça. Vu le chrono, c'est ce que je disais. C'est que, en fait, c'est le cumul des deux descentes, en fait. Donc voilà. Donc là, ils passent dans des portes, et ils doivent passer le plus vite possible, et arriver en bas le plus vite possible, avec pareil des portes qu'il faut passer dans un sens, des portes qu'il faut passer dans l'autre. Alors il n'y a pas de roulé-boulé autour d'une barre, là par contre. C'est vraiment que de la descente, et on avoine, quoi. Voilà. Et donc il y a une descente là, c'est du sprint, comme j'expliquais, parce qu'il y a une pagaie double, donc à mon avis on va plus vite, et après le slalom c'est avec une pagaie simple. Vraiment. Donc il y a ce même type de course, mais avec deux types de pagaies différentes. Une fois qu'on a dit ça, donc là on se parle de kayak cross, donc le premier truc là qu'on a vu là, comme ça. Donc Angèle Hugues et Boris Neveu ont décroché 2 quotas olympiques. On va... Est-ce qu'on lit? On lit pas beaucoup quand même, hein. On va zoomer un peu. Ouais, là on lit. Donc, Angèle Hugues et Boris Neveu ont décroché 2 quotas olympiques pour la France que le staff fédéral va devoir désormais attribuer. C'était mal embarqué, ce qui n'est pas forcément bon signe quand il s'agit de naviguer. Piégés dans des premiers tours chaotiques. Hier, Boris Neveu et Mathurin Madoré s'étaient retrouvés d'entrée en repêchage. Donc j'imagine, un peu comme au judo, que sur la première course, si tu perds la première course, tu passes dans un circuit de repêchage qui peut quand même te permettre de remonter jusqu'en finale. Donc, voilà. Piégés dans des premiers tours chaotiques hier, Boris Neveu et Mathurin Madoré s'étaient retrouvés d'entrée en repêchage, passage toujours coûteux en énergie. C'est parfois quand on a le couteau sous la gorge qu'on est le meilleur et ça m'a lancé, commentait Neveu en fin de journée. Sortis intelligemment du piège, puis brillant au fil des manches, les 2 Français se retrouvaient en finale quelques heures plus tard, ce qui assurait automatiquement le quota recherché par la France. Alors j'explique pourquoi, parce que pour avoir un quota, il fallait finir dans les 3 premiers. Comme la finale c'est à 4, et qu'il y avait 2 Français en finale, forcément il y en a un des 2 qui finirait 3ème. Donc à partir de là, j'avoue que c'était un peu plus dur de se remettre dedans, racontait le vice-champion du monde de Cross 2023. On ne savait pas trop si on jouait ou non encore quelque chose sur le plan individuel en finale, donc ça partait un peu dans tous les sens dans ma tête. Neveu se classait 3ème devant Madoré pénalisé, donc j'imagine qu'il a dû louper une porte, donc du coup pénalisé. Seule française au départ d'une finale qui regroupait 4 nations, seules les 3 premières récoltaient un quota. Angèle Hugues avait au contraire une grosse pression sur ses épaules, tout dépendait de son résultat. Celle qui est montée en senior cette année, donc elle doit être jeune, 23 ans. Après avoir été vice-championne du monde du kayak en moins de 23 ans l'an dernier, se montrait solide dans la défense de sa 2ème place, convertie en victoire après la pénalisation de la concurrente tchèque, donc elle a gagné.
Il y avait beaucoup de pression et je ne savais pas trop comment j'allais gérer cette compétition, mais j'ai réussi à vraiment mettre le plaisir en priorité. Résumé l'Ardéchoise radieuse. Cela marche bien à l'entraînement depuis quelques temps, mais j'avais du mal à concrétiser en course, désormais je peux espérer aller au jeu. Le staff fédéral va prendre le temps de la réflexion avant d'attribuer nominativement ces 2 quotas et décider qui accompagnera sur le cross les slalomeurs Titouan Castric et Camille Prigent, dont le ticket est déjà validé. Hugues et Neveu sont de légitimes favoris, donc Hugues qui a fait 3ème sur la compétition masculine et Neveu... Hugues qui a gagné chez les filles et Neveu qui a fait 3ème. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Si c'est ça. Hugues qui a gagné chez les filles et Neveu qui a fait 3ème chez les garçons sont favoris, mais d'autres ne démériteraient pas. Benjamin, sorti en demi mais admirable... Benjamin Régnat, pardon, excusez-moi, je bafouille aujourd'hui. Sorti en demi, mais admirable par son esprit d'équipe, et Mathurin, donc qui a fait 4ème, ont amené une énergie incroyable dans ce groupe avec leur niveau et leur mentalité, commentait le doyen Neveu. Sans eux, je n'aurais pas été là, ils m'ont poussé. Mathurin est très bon, et de mon côté, j'ai fait le job en allant chercher le quota et en montant sur le podium. Comme l'an dernier à Vers sur le test event, j'ai montré que j'étais toujours au rendez-vous, présent dans les grands rendez-vous. Il va y avoir un choix à faire. Si ce n'est pas à moi de le faire, sinon il serait vite fait. Il y a toujours, évidemment, il se choisirait lui-même. Il y a toujours un premier jet à chaud qui donne envie, mais je ne travaille jamais à chaud, répondait Rémi Gaspard, le directeur de la performance. Bon. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que voilà, la France est allée chercher en fait un 2e ticket pour le kayak cross, puisque ils avaient déjà un premier ticket avec leurs 2 personnes qui sont déjà qualifiées pour les compétitions de kayak classique, mais effectivement, les performances de ces athlètes-là sur le kayak cross leur ouvrent un 2e ticket. Donc, ce qui est horrible, c'est que Neveu, chez les garçons, peut avoir fait le job pour aller décrocher son ticket, pour aller avoir décroché un ticket pour la France, mais ce sera peut-être pas lui qui sera choisi. Donc quelqu'un, par exemple Madoré, qui a fini 4ème de la finale, peut être choisi pour aller aux Jeux Olympiques à la place de Neveu, qui pourtant a été le meilleur. Mais bon, pour l'instant ça s'est pas fait. Et alors je lis un petit encart que je n'avais pas lu. Prigent affecté mais tourné vers les Jeux, sélectionné pour le slalom et donc assuré d'être au départ du kayak cross olympique. Camille Prigent a utilisé ce TQO comme une répétition avant les Jeux. Sortie en demi-finale mais victorieuse de la petite finale, elle se classe 5ème et repart avec de bons enseignements. Il faut que je travaille sur la façon de réussir à mieux prendre les infos et peut-être accepter de rester un peu derrière pour doubler dans des moments plus opportuns. Dans les stops notamment, analysait-elle juste après son élimination. J'ai fait pas mal de runs, donc on aura des vidéos à analyser. Ce sont de bons apprentissages. Médaille d'or en slalom et d'argent en cross en Allemagne la semaine dernière. Dans la foulée de sa 3ème place au cross au championnat d'Europe, Prigent réussit un excellent début de saison, malgré un contexte personnel compliqué puisqu'on a appris le mois dernier que son papa, entraîneur de canoë-kayak, serait jugé en juillet pour agression sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Forcément, j'ai été très affecté et touché par la situation, mais j'essaie de rester concentré sur mes échéances sportives et sur mes performances. C'est une question à laquelle je n'ai pas envie de répondre davantage, car c'est d'ordre privé. Mais je m'éclate sur l'eau en compétition et je suis très bien entouré, donc je reste focus là-dessus jusqu'au jeu. Oui, bon, du coup, qu'est-ce qu'on apprend de ce petit encart-là ? C'est que Prigent, vu les performances qu'elle fait, elle est capable de faire médaille et sur le slalom et sur le cross, donc double chance de médaille en tout cas pour la France avec Camille Prigent. Effectivement, elle a un contexte familial compliqué, mais bon, j'ai envie de dire, c'est le job de tout athlète de savoir faire le vide. Malheureusement, bon voilà, il y a une histoire qui est très malheureuse et même grave, lourde, en privé avec son père. Mais de ce qu'elle a l'air de dire, en tout cas, elle arrive pour l'instant à faire la part des choses entre les deux, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en privé, donc voilà, on n'ira pas juger là-dessus, mais en tout cas, voilà, peut-être que, j'espère en tout cas qu'elle a réussi à faire le vide justement et à mettre de côté, tout ce qui pourrait l'embrouiller elle dans sa tête, et effectivement, comme elle le dit très très bien, faire un focus uniquement sur les jeux, ne penser qu'aux jeux. Elle a l'air de dire qu'elle est bien entourée, donc c'est plutôt cool, elle est pas toute seule face à cette épreuve, donc c'est plutôt sympa.
Donc écoutez, voilà, moi la volonté en tout cas de parler de ça, c'était de parler de kayak, de s'intéresser en fait à une nouvelle discipline. Donc bah voilà, le kayak cross, que moi en tout cas, ben voilà, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, en plus ça a l'air marrant, voilà, on les laisse tomber comme ça là, en même temps là dans l'eau. Et puis voilà, ça a l'air d'être, enfin, ça change vraiment les choses quoi. Je pense que quelqu'un qui est bon en sprint peut ne pas être bon du tout là-dessus parce qu'il y a une notion vraiment physique quoi. Faut mettre des coups de kayak quoi. Faut jouer des coudes. Donc ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Allez hop, on ferme le kayak. Et on va parler de cyclisme, pardon, avant de parler d'MMA et de terminer avec le MMA. On va se parler de cyclisme. Alors, déjà, on va se parler, avant de parler de Gaudu, de la dernière étape du Dauphiné, qui en fait s'est joué pour 8 secondes. Le maillot jaune s'est joué pour 8 secondes. Primoz Roglic, qu'on voit là à l'écran, a conservé son maillot jaune pour 8 secondes. Il avait une quarantaine de secondes d'avance, un peu plus, je crois. 54 secondes d'avance. Sur Matteo Jorgensen. Et en fait, Jorgensen a posé une pile dans la dernière montée hier. Roglic n'a pas su répondre. Et du coup, il a dû vraiment temporiser. Et en plus, avec le jeu des bonifications, et bien voilà, il est arrivé 40 secondes après Jorgensen. Et bon, du coup, ça suffisait, quoi. Il avait 8 secondes de battement, donc ça l'a fait. Mais ça s'est pas joué à grand-chose. Et Jorgensen a montré, en tout cas... Donc il n'a pas gagné Jorgensen, il a fait deuxième, c'est Rodriguez qui a gagné. Mais en tout cas, voilà, il y a des coureurs qui ont montré le bout de leur nez et sur lesquels il faudra compter pour... alors, à minimal top 10, mais peut-être même pour mieux, pour du top 5, du top 3. Voilà, Jorgensen chez Ineos. Alors, je sais pas s'il sera leader, je pense que oui. Mais en tout cas, Jorgensen a montré qu'il était capable de faire de grosses choses. Rodriguez aussi a montré qu'il était capable de faire de très belles choses. Non, Jorgensen, il est pas chez Ineos, il est chez Visma, pardon. C'est Rodriguez qui est chez Ineos. Mais voilà, c'est des gens sur qui il faudra compter. Et à ça, on va rajouter évidemment Roglic qui a fait de très belles choses sur ce Dauphiné. Evenepoel qui a explosé en plein vol samedi et vendredi. Donc dans quel état de forme il arrivera au Tour de France, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, on en sait un petit peu plus. Voilà, Roglic va arriver en confiance, Jorgensen va arriver en confiance. Pogacar et Vingegaard, en tout cas Pogacar va arriver en confiance. Vingegaard va arriver quand même avec des gros doutes puisque pour l'instant on ne l'a vu nulle part. Vingegaard, on ne sait pas ce que ça vaut depuis sa chute. Donc voilà, ça fait pas mal de questions, pas mal de doutes. Et en tout cas, par contre, un autre qui a beaucoup de doutes, du coup, c'est David Gaudu, quoi, qui termine, je crois, à plus de 11 minutes au général. On va lire un peu l'article, mais voilà. Et évidemment, on est sur du langage. Alors, est-ce que c'est juste des formules... On va couper ça. Est-ce que c'est juste des formules de langage ou est-ce que vraiment David Gaudu est sur une montée en puissance? Voilà, on va lire. Ce dimanche, David Gaudu va achever le critérium du Dauphiné à une anonyme place au classement général. Une victoire sur l'ultime étape changerait... Ah oui, alors en plus, l'article il date du 8 juin, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est pas grave parce que j'avais envie de parler de Gaudu. Dans une stratégie Harakiri, David Gaudu a voulu savoir jusqu'où ses jambes pouvaient le porter sur la 7ème étape du critérium du Dauphiné. Le Breton a laissé filer le groupe des leaders à 4,5 km du sommet et a fini derrière Remco Evenepoel, distancé 2,5 bornes plus bas. Preuve qu'il n'a pas menti sur la tactique du jour. 16ème du général à près de 8 minutes de Roglic et donc 11 au final. Gaudu ne s'en fait pas, convaincu que pour lui, la vérité du critérium du Dauphiné n'est pas celle du Tour de France. Je ne me fixe pas d'objectif au classement général, mais si on arrive à aller faire top 10, voire se rapprocher du top 5 certains jours, sans être au pic de forme, c'est le top du top, avait annoncé Gaudu à l'AFP avant le lancement du Dauphiné. Oui. De top 5, il n'y aura pas, celui-ci se trouvant à près de 6 minutes à une étape du but. Du top 10 peut-être, mais au final pas du tout, hein, puisque même je crois qu'il finit au-delà du top 10. Peut-être pas non plus, puisque 3 minutes ou presque l'en séparent après une 7ème étape sur laquelle Gaudu a tout mis.
Pas pour faire le meilleur résultat possible, mais pour savoir. Gaudu a voulu savoir. J'ai voulu voir quelles étaient mes limites actuelles, a-t-il expliqué à l'arrivée. J'ai été jusqu'à 99,9% de l'explosion dans les roues, et ensuite j'ai fini comme j'ai pu avec les tripes. Il restait une dizaine d'hommes parmi les leaders quand Gaudu a dû se garer. Une évolution par rapport à la 6ème étape, la preuve qu'il s'améliore de jour en jour, point d'interrogation. Au final, je pense que la forme n'est pas si mal que ça pour un critérium du Dauphiné, juge le Breton. C'est une course qui ne m'a pas souvent réussi, mes meilleurs tours c'est quand je n'étais pas au mieux au Dauphiné. Et ça c'est vrai. En 2022, Gaudu y avait effectivement souffert avant de terminer 4ème du Tour de France, une performance qui avait fait naître beaucoup d'espoir, mais qu'il a depuis bien du mal à confirmer. C'est ça la vraie interrogation. En retrait sur la grande boucle 2023, 9ème, alors pareil, hein. C'est un peu comme ce qu'on se parlait au tennis, c'est-à-dire que, voilà, tu finis 9ème du Tour de France et on dit t'es nul. Non, 9ème du Tour de France, t'es le 9ème meilleur cycliste du Tour de France, sur 160, ou plus même. C'est très bien en fait, c'est très très bien. Mais effectivement, c'est décevant, parce qu'on attend le Français qui viendra chatouiller les meilleurs. On attend le nouveau Pinot, le nouveau Bardet, ou voire même le nouveau Hinault, Anquetil, enfin voilà, on attend un gagnant quoi. C'est un peu le même syndrome qu'à Roland-Garros. On a la plus grande compétition cycliste du monde qui se joue en France, et on n'est pas fichu d'avoir un Français qui est capable de jouer la gagne. Donc c'est ça qu'on attend malheureusement. Donc 9ème, oui, on a tendance à dire c'est nul, alors qu'en vrai c'est déjà très fort. Donc en retrait sur la grande boucle 2023, le grimpeur français se trouve en réalité sur une pente descendante d'un point de vue de ses performances. Pour sa seule saison 2024, il a terminé 18ème d'Au Grande Camino, n'est pas allé au bout de Paris-Nice et du Tour du Pays Basque, où il a chuté et pris la 14e place du Tour de Romandie avant ce Dauphiné, où il pointe au 16e rang à la veille de l'arrivée. Où je me place ? Point d'interrogation, à ma place, là où je finis aujourd'hui, a-t-il avoué avant d'estimer qu'il avait encore la place et le temps pour une progression d'ici au Tour de France. Il reste une étape aujourd'hui, j'ai vu comment j'étais par rapport aux autres cadors, a-t-il ajouté, même s'il apparaît bien difficile aujourd'hui de le mettre parmi ceux-là au regard de ses résultats depuis un an. Le Tour du Pays Basque et surtout Paris-Nice la même année, achevé au 2e rang derrière Tadej Pogačar en 2023, mais devant Vingegaard, le classé sans aucun doute dans cette caste-là. Mais les deux courses remontent à 14 et 15 mois. Une éternité à notre époque. Oui, il va progresser d'ici au Tour de France, qu'il achève systématiquement dans le top 15 depuis 5 ans, quand il termine, 2020 mis à part donc, puisqu'il avait abandonné. Mais est-il à ce niveau en 2024 ? Rien ne le prouve jusqu'ici, mais accordons aux coureurs le droit de se connaître mieux que nous le connaissons. Donc voilà, grosse interrogation sur Gaudu. En tout cas, dimanche, l'article a été rédigé samedi. Dimanche, ça n'a rien changé, puisque dimanche, calendrier résultat. On fera, je sais pas cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas un tour d'horizon des favoris. Oh là là, sur quoi je me suis embarqué là ? Je pense qu'il y avait forcément plus simple que ça, mais bon. Critérium du Dauphiné, bam. 8ème étape. Donc Rodriguez qui gagne devant Jorgensen et Derek G. Et oui, Derek G, que je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout Derek G, mais en tout cas, il fait souvent place d'honneur sur les étapes de montagne, donc peut-être à suivre aussi, Derek G. Ah oui, ça c'est le classement général final, pardon, c'est pas le classement de l'étape. Mais vous voyez, il finit 3ème au général. 3ème de l'étape et 3ème au général. Rodriguez 2+, Vlasov, Evenepoel fait 7ème, Ciccone, Lascano, Landa, oui, d'accord, mais du coup, classement généraux. Gaudu fait 15ème, à 11 minutes. Derrière Luis Mentiès, derrière Buitrago. Non, tu peux pas en fait. Tu peux pas. Si tu veux être leader, en tout cas, je lui souhaite quand même, pour le Tour de France, de finir devant ces gens-là. Que tu finisses derrière... mais même, que tu finisses derrière... allez, Roglic, Jorgensen, qui ont l'air vraiment une semelle au-dessus. Même Rodriguez, qui à mon avis... Rodriguez va faire un gros Tour de France. Que tu finisses derrière ces gens-là, ok, voilà. Pour l'instant, t'es pas dans leur catégorie. Mais vu ce que Gaudu montre,
normalement, t'es capable de finir, et en plus, enfin voilà quoi, 5 minutes quoi. Mais normalement, tu dois être devant Menties, tu dois être devant Buitrago, devant Romo, devant Scottson. Je dis pas qu'ils sont nuls, hein, mais Gaudu doit être devant ces gens-là. Donc, on va lui faire confiance, on va lui dire, on va lui faire confiance, lui donner le bénéfice du doute et lui faire confiance sur le fait qu'il va monter en performance. Mais de toute manière, il n'a pas trop le choix. En plus, en sachant qu'il a quand même, cette année, il avait un caillou dans la chaussure qui s'appelait Lenny Martinez, le petit jeune de la Groupama qui a l'air d'être un futur crack, mais qui l'année prochaine sera plus à la FDJ. Donc vraiment, on fait confiance à Gaudu, quoi. Voilà, on va mettre en place les choses autour de lui pour que ça le fasse. Donc maintenant, va falloir qu'il nous montre. Alors attention, parce qu'en plus, il va être quand même challengé, parce que même si Martinez s'en va, il y a Romain Grégoire, quand même, qui va arriver dans la... Pareil, qui est très très jeune, et qui va arriver dans l'équation, cette année, ou peut-être l'année prochaine. Donc à surveiller aussi, Romain Grégoire. Donc voilà, à suivre. Et donc on se fera un petit dossier leader pour le Tour de France. Qui c'est qu'il faudra regarder tout ça un peu plus tard. Probablement après la fin du Tour de Suisse, où on y verra peut-être un petit peu plus clair, puisqu'il y a aussi quand même des participants au Tour de Suisse qui seront probablement à suivre pour le Tour de France. Bon allez, on se termine avec du MMA. Donc, déjà, qui est Nassourdine Alors, Imanov ou Imavov, comme je vous disais, je sais pas trop... je pense que c'est Imanov, mais sur sa fiche Wikipédia, il est marqué Imavov, et sur certaines vidéos, il est marqué Imavov. Donc, je vais pas vous faire toute la carrière, mais en tout cas, il a 28 ans. Il a commencé le MMA en 2016, par une défaite d'ailleurs. Il était en... L'UFC, ça commence là. Il était en 8-2, donc 8 victoires, 2 défaites, en comptant en plus sa défaite inaugurale avant de rentrer à l'UFC. Il commence l'UFC par une victoire, et au final, sur l'UFC, il est en 6-2, j'ai fait le calcul tout à l'heure, enfin 6-2-1 d'ailleurs, parce qu'il y a eu un no contest. Donc voilà, il est en 6-2-1, 6 victoires, 2 défaites, on va dire un match nul, un sans décision, pardon, je cherchais le terme, en UFC. Et donc, dans ces 2 défaites-là, il y a la défaite contre Sean Strickland en 2023. Alors, ça doit être marqué là, probablement. Non, c'est pas noté. Donc, contre Sean Strickland en 2023, qui est un concurrent, on va dire, important. Je sais pas si c'est lui qui a la ceinture, Sean Strickland. Est-ce que c'est lui qui a la ceinture actuellement ? Je ne crois pas. Perd le titre des poids lourds. Non, il vient de le perdre. Mais en tout cas, retour en poids moyen. Non, voilà, c'est pas lui qui est champion du monde poids lourd. Il l'a été, poids moyen, pardon. Il l'a perdu contre Duplessis. Mais en tout cas, il a été champion des poids moyens de l'UFC. Bref, quoi qu'il en soit, donc on est sur un gros client. Défaite en janvier 2023 contre Sean Strickland. Et donc, depuis, il y a eu donc, ce match sans décision contre Chris Curtis, puis 2 victoires, dont une là, hier, contre Jared Cannonier, donc un autre Américain, aux États-Unis, à Louisville. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Louisville après la victoire contre Cannonier ? Ben, on va le lire. Après sa victoire face à Jared Cannonier, le Français Nassourdine Imanov a réclamé une revanche face à Sean Strickland, qui a tenu récemment des propos polémiques sur la France. En dominant Jared Cannonier, samedi soir chez les poids moyens de l'UFC, Nassourdine Imanov a fait un pas de plus vers une chance pour la ceinture mondiale. À l'issue de sa victoire, le combattant français s'est projeté vers l'avenir en réclamant une revanche face à Sean Strickland, qu'il avait battu en janvier 2023. Le Français rêve d'un nouveau face-à-face en septembre prochain lors de l'UFC Paris.
Tout ce que je veux, c'est la ceinture. Ma famille veut la ceinture, on veut tous la ceinture, ma team, tout le monde. Je veux n'importe qui, n'importe quand. S'il y a quelqu'un devant, ce sera Sean Strickland. Je veux faire le combat contre lui à l'UFC Paris. Sean Strickland, je te défie de venir à Paris en septembre pour me combattre. A lâché le tricolore devant le public américain amer après la défaite de son protégé. L'appel a-t-il été entendu par Sean Strickland et le combat aura-t-il lieu? Rien n'est moins sûr. Il y a quelques jours, ce dernier avait tenu des propos qui avaient créé la polémique en pointant du doigt l'état sécuritaire de la France. J'entends des choses terribles sur Paris. L'immigration peut faire un pays ou le détruire. Et vous, il mime une descente. J'aimerais venir combattre à Paris, mais j'aimerais venir, mec, mais ça a l'air d'être le bordel, a déclaré l'Américain sans aucun filtre, comme souvent, au micro d'RMC Sport. Avant d'ajouter, regardez le taux de criminalité et c'est une honte que ces endroits à la culture riche s'écroulent. C'est une honte, peut-être un jour, 3 petits points. Une sortie médiatique qui n'a pas plu à Imanov, originaire du Daghestan, en Russie, donc, Daghestan. Le Français lui a donc répondu, je suis désolé, depuis tout à l'heure, on lit rien. Voilà, le Français lui a donc répondu après le combat au micro d'RMC Sport. Il parle beaucoup de l'immigration française. Le gars, il a jamais ouvert un livre de sa vie et il apprend l'histoire sur TikTok. Il parle de l'immigration, tout ça. J'ai juste envie de lui rendre la monnaie, de faire la revanche et de finir avec ça, a expliqué à propos du rival qu'il avait battu l'an dernier par décision unanime à Las Vegas. Donc, juste pour remettre dans le contexte, parce que voilà, on se parle de deux déclarations qui sont décalées. La déclaration de Sean Strickland sur la France et sur Paris, c'était avant le combat d'Imanov de samedi. Donc en fait, Imanov, il a rebondi là-dessus. Mais, comme je vous dis, le MMA, c'est une histoire de storytelling aussi. Donc, est-ce que Strickland n'a pas fait cette déclaration pour faire réagir Imanov, pour qu'il le défie, pour qu'il y ait un match à Paris? Voilà. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a l'air d'avoir une animosité entre ces deux gars-là, qui est en train de se créer. Et moi, je trouve qu'en tout cas, ça pourrait être voilà, une belle tête d'affiche. Alors, ça serait probablement pas le main event de l'UFC Paris en septembre. Je pense que le main event tournera peut-être, enfin, d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises, mais je sais que Doumbé veut faire un match à Paris. Je sais qu'il y a Benoît Saint-Denis aussi. Je pense qu'on serait plutôt sur ces têtes d'affiche-là, plutôt que sur Imanov. Mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que Imanov, dans cette catégorie, donc poids moyen, j'oublie tout le temps, poids moyen, poids moyen, oui. Dans la catégorie des poids moyens, Imanov, je pense que si jamais il arrive à battre Strickland, effectivement, il aura très probablement une chance de combat pour la ceinture derrière. Parce que il bat déjà des gars qui sont haut placés. Battre le type qui vient de rendre la ceinture, c'est normalement le numéro 2, quoi. Voilà, le numéro 1, c'est celui qui a la ceinture, le numéro 2, c'est celui qui a perdu la ceinture. Donc, bon, j'ai envie de dire, et surtout qu'en plus, derrière, il a gagné. Il a regagné notre match derrière, après la perte de sa ceinture, contre la perte de sa ceinture. Donc voilà, je pense qu'on serait sur une potentielle demi-finale, c'est-à-dire que si Strickland vient rebattre Imanov, je pense qu'il pourrait réavoir une chance pour récupérer son titre, et à l'inverse, si Imanov gagne, je pense que ça lui donnerait une chance pour le titre. Donc, ça pourrait être très intéressant, et si en plus ils arrivent à nous teaser voilà, des choses en plus avec le... Voilà, on va dire le contexte extra-sportif, ça pourrait être très intéressant en tout cas. Mais, je fais une parenthèse, même si là on parle pas de politique, ça reste quand même intéressant de voir comment, quelle image la France peut véhiculer à l'étranger, enfin aux États-Unis là en l'occurrence, donc voilà, parenthèse fermée, mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi, même si c'est, j'imagine qu'il grossit le trait pour encore une fois faire de l'événementiel quoi, mais en tout cas... ça reste intéressant. Donc voilà. Donc salut Christine Gujan. Bienvenue sur le chat. Donc voilà, bon t'arrives un peu à la fin parce que ben voilà, c'était mon dernier article, mais en tout cas voilà, c'était plutôt intéressant de parler de tout ça. Je regarde juste une dernière chose. Tac.
tac, oui, voilà. Christine Gujan qui avait suivi la chaîne hier. Donc, normalement, si je fais ça... Normalement, voilà, ça a dû apparaître. Donc voilà. Ah oui, ça... Mais on voit pas. Bon, c'est pas grave, je ferai mieux. Regarde, si on fait ça, alors, on va le faire mieux. On fait ça, on fait... Tac, tac, tac. C'est où? Ça. Et là, normalement, sous vos yeux ébahis, si je fais ça... Voilà. Christine Gujan se fait un petit kawa avec ou sans sucre. Voilà, ça fonctionne. Les outils fonctionnent. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Merci. Bien aimé la rubrique vélo, ça fait plaisir. C'était bien sympa. On essaie de refaire ça demain, à peu près dans les mêmes horaires, si possible. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à demain pour ceux qui seront là. Salut à tous!